Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement. Bonjour, je suis Simonie Devec. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants, de leaders, en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, et enfin ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les portent, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui je reçois Rachel Yu, cofondatrice de Human Tempo. Human Tempo propose des séminaires ou césures dédiés au ressourcement en résidentiel dans un château en Bourgogne. Le programme, qui allie soins du corps, du mental et activité physique, a été conçu afin de repartir de là avec une toute nouvelle énergie. Rachel revient sur la création de Human Tempo et l'urgence de prendre soin de soi, qu'il existe des clés pour sortir, prévenir ou mettre des mots sur le burn-out. Ces césures peuvent être un point de départ. Vous pouvez retrouver Human Tempo sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Human Tempo a aussi son podcast qui s'appelle Sortir du Burnout avec les témoignages de participants. Enfin, Rachel est aussi présente sur LinkedIn et Instagram. Merci Rachel pour ton partage et belle écoute. Hello Rachel, bienvenue sur mon podcast Connecting Leaders. Je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Simonie, ravie d'être là également. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Mais avec plaisir, avec plaisir. Donc effectivement, je suis Rachel, j'habite en Bourgogne maintenant depuis 10 ans après une quinzaine d'années à Paris. Avec mon mari et mes 2 enfants. Et je suis l'une des fondatrices de Human Tempo, qui est un organisme de formation où on adresse le sujet de l'épuisement professionnel et plus spécifiquement du burn-out. Voilà. Également du changement de vie et globalement comment regagner en énergie et comment profiter au mieux de sa vie pro qui dure quand même assez longtemps. Donc autant que ça soit des moments de joie, de sérénité et pas que de stress et de challenge. Voilà. Ouais, gros sujet d'actualité d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Donc, on va revenir d'abord sur ton parcours. Oui. Tu as fait une école de commerce ? Oui, c'est ça, je suis diplômée d'HEC, je suis sortie en 2000, ouais, ça date un peu maintenant. Ça date, ouais. Et donc ensuite, tu as commencé ta carrière, tu as créé une première boîte. Ouais, tout à fait. En fait, ma passion, ça a toujours été l'entrepreneuriat. Je reviens juste un tout petit peu en arrière parce que, pour, donner un éclairage, c'est que j'ai un papa, chinois et j'ai vécu, une partie de ma vie, en Asie, enfin une partie de mon enfance. Voilà, donc je dirais que ça colore un peu mon parcours au sens où ça m'a vraiment donné, l'envie de m'ouvrir au monde. Tu as passé combien de temps, enfin de tel âge à tel âge? Ouais, j'ai passé en tout 6 ans, de 5 à 9 ans et de 13 à 15 ans, j'étais à Taïwan. Mes parents étant très, intégration locale, ils m'ont mis à l'école chinoise au début et puis après, au lycée américain. Donc voilà, ça m'a donné un aperçu de différentes pratiques, éducatives et puis, bah, évidemment d'une culture, Donc tu parles chinois et anglais? je parlais, très bien chinois jusqu'à l'âge de 9 ans. Donc c'est drôle parce que je le parle à peu près sans accent, mais par contre j'ai un vocabulaire ultra pauvre, donc rapidement je ne comprends rien. Au-delà de bonjour, comment ça va, enfin bref, comment vraiment la base. Et l'anglais, je le parle, bah oui, beaucoup mieux, voilà, couramment, mais par contre j'ai un petit accent français. Comme quoi, quand on apprend une langue à 5 ans, tu vois, ça se loge pas dans les mêmes parties du cerveau. C'est drôle. Ensuite, donc effectivement après HEC, bah, j'étais à l'époque passionnée par le commerce équitable et je pense notamment, c'était aussi lié au fait que j'avais ce vécu à l'international. Donc voilà, j'avais vraiment envie de créer des relations avec, les pays en développement, mais des relations de type, égalitaire. C'est-à-dire pas arriver et donner de l'argent ou «aider» entre guillemets, mais vraiment proposer en fait des échanges qui soient justes pour tout le monde et que tout le monde puisse en vivre dignement.
Donc j'ai créé une première marque de vêtements bio-équitables. Alors, ça s'appelait pas encore à l'époque la mode éthique, mais maintenant on appelle ça comme ça. Donc j'ai commencé à travailler sur le projet en 2001. On a créé officiellement en 2002 et c'est une structure, que, j'ai portée de 2002 à 2012. Voilà. Ah d'accord, une dizaine d'années quand même, hein? Ouais, 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 bon, on était quand même pionniers, hein, je pense qu'on était la première marque à faire, vraiment de la mode éthique. Voilà, on avait une équipe de, au maximum, on a dû être une quinzaine de personnes et on revendait, à travers un réseau de magasins, bio-équitables, engagés en tout cas, sur toute l'Europe. Donc on avait à un moment jusqu'à 350, revendeurs. Et donc vous aviez un site, une marketplace, vous avez une boutique physique également ou c'est que, au travers de revendeurs? Alors comme, lorsqu'on a créé, tu vois, c'était en 2002, on s'est dit: «Bon, on va vraiment mettre l'accent sur les revendeurs» parce que internet c'était balbutiant et puis tout ce qui était catalogue papier, ça nous paraissait écologiquement, pas avoir beaucoup de sens. Donc on a beaucoup développé les revendeurs et puis à partir de 2008, on avait un site qui marchait pas mal aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais, mis 100 de nos efforts sur le online, tout simplement parce que ça correspondait aussi à ce qui se pratiquait à ce moment-là. D'accord, et quand tu dis mode éthique, c'est par rapport à quoi? Alors, en fait, il y avait plusieurs aspects. Au tout début, moi, j'étais à fond, commerce équitable, c'est-à-dire, confection et puis je suis allée chercher des ateliers et j'ai réalisé qu'en fait la production de coton en elle-même, elle était, également, polluante et pouvait, générer de l'exploitation. Donc on est allé dans les champs de coton, avec, ma partenaire de l'époque et on a, rencontré les villageois, discuté, essayé de comprendre en fait, comment on pouvait, contribuer en tout cas à une culture du coton plus éthique, et plus écolo et donc on s'est aperçu qu'il y avait, le coton bio qui était complètement, inconnu, à l'époque donc en 2001-2002, tu vois? C'était au tout début. On s'est mis à acheter du coton bio pour, que notre chaîne soit la plus éthique possible. Donc on avait un coton bio qui par la suite est devenu certifié, équitable, des petits ateliers qu'on allait vérifier nous-mêmes et par ailleurs, qui se sont certifiés, au fur et à mesure que les certifications se sont créées, hein. Et puis nous de notre côté aussi, on essayait d'avoir, des engagements écologiques, au niveau de notre équipe, c'est-à-dire, voilà des écarts de salaire qui n'étaient pas trop élevés, de la transparence, réfléchir à des livraisons qui soient moins polluantes et cetera. Donc on essaye vraiment d'être éthique sur, toute la chaîne et de proposer aux personnes, une alternative, aux grandes marques, ou, à la alors il y avait on n'appelait pas encore ça la fast fashion, mais ce qui était en train de devenir la fast fashion. Donc un peu pionnier, hein, en quelque sorte. Oui, c'est ça, on passait beaucoup de temps à expliquer ce qu'était un vêtement, éthique, un vêtement bio. On faisait beaucoup de pédagogie et voilà, tu le sais aussi, hein, quand on est pionnier, c'est pas forcément la position la plus confortable parce qu'il faut défricher le marché et donc au début, on était, assez seuls, mais rapidement, beaucoup d'autres marques sont arrivées et finalement, c'est vraiment bien parce que ça a permis au marché de prendre sa place. J'ai appelé ça des, concurrents et amis ou alors des concurrents. Donc parce on s'était regroupés au sein d'une association, on avait tous conscience que plus on grandirait ensemble et ben, plus on aurait un impact, au niveau de la production. Et donc ensuite, on continue sur ton parcours. Tu as également, dirigé une structure dans l'économie, sociale et solidaire? Donc tu as fermé, tu as vendu Oui, cette, c'est ça. Alors boutique? en fait, Idéo, l'aventure a pris fin en 2012, tout simplement parce que, effectivement, le marché avait quand même pas mal évolué. C'est-à-dire que au début, quand je disais: «On fait des vêtements bio-équitables, fabriqués en Inde», les gens disaient: «Ah, c'est génial, alors parlez-nous des petits producteurs, vous allez en Inde, comment ça se passe?» et cetera. Et puis à la fin, en 2000, à partir de 2010 environ, les gens nous disaient: «Attendez, vous me dites que c'est, bio alors que ça vient de l'autre bout de la planète». Voilà et pareil, le made in France est devenu beaucoup plus, tendance et même nous, hein, au sein de la structure, on se disait aussi: «Finalement, est-ce que ce serait pas plus écolo, je sais pas, travailler avec des matières recyclées, de fabriquer en France ou au moins en Europe?» Et entre-temps, en plus, l'Inde était en 10 ans, s'était énormément développée. Voilà, donc finalement, notre positionnement de départ, il aurait fallu vraiment le retourner. Et c'est pas du tout le même prix, un vêtement fabriqué en France et un vêtement fabriqué en Inde, même dans les meilleures conditions possibles. Donc on a commencé à avoir plus de difficultés. En même temps, on avait levé des fonds, donc on avait des investisseurs qui avaient aussi un certain niveau d'exigence.
Et à un moment, ils nous ont plus suivis, donc on a déposé le bilan en 2012. Donc une première aventure. Alors c'est vrai que le dépôt de bilan, c'est ce qui m'a aussi fait toucher du doigt, tu vois, ces moments où tu traverses un moment très compliqué, hein, au niveau pro. Tu te sens très seule. Moi, je me sentais hyper coupable d'avoir pas C'est réussi un à. mix d'émotions, c'est un peu le roller coaster émotionnel et Ouais, roller coaster en bas, hein, en ouais. bas plutôt, ouais. Parce que tu te dis: «Bah, voilà, je licencie tout le monde, les gens ont cru en moi, les investisseurs, les collaborateurs, les producteurs, voilà, et puis on n'y arrive pas». Enfin, en gros, le succès, tu le vois comme un truc collectif et l'échec, enfin, en tout cas, moi, je le prenais très, très personnellement. Donc, j'ai un peu travaillé dessus pour libérer ça, mais c'était ma première expérience avec l'épuisement et un stress qui était vraiment toxique, en fait. Voilà, donc après ça, effectivement, je me suis dit: «Bon allez, hop, c'est l'occasion, on quitte Paris, on vit, un autre rêve qu'on avait avec mon mari, qui était d'élever nos enfants dans une grande maison à la campagne, avec un chien, des poules, des chats, machin», voilà, le rêve du Parisien. Donc on l'a fait, on a liquidé notre vie parisienne, on s'est installé au fin fond de la Bourgogne, donc dans la Ah, Bresse. pourquoi la Bourgogne? Alors parce qu'en fait, j'ai cherché un travail. Je me suis dit: «Bon là, je me sens pas de recréer une structure». En plus, on venait d'avoir notre deuxième enfant, donc voilà. Mon mari, lui, voulait se lancer aussi dans une aventure plus personnelle. Donc je dis: «Bah OK, très bien, pendant quelques années, j'assure. Je vais prendre un job de salarié, mais toujours dans un secteur qui me correspond». Donc en fait, j'ai regardé un peu, il y avait une annonce pour une association que je connaissais qui s'appelait à l'époque Terre du Ciel, qui organisait en fait, c'était dans un domaine que je maîtrisais pas du tout, mais qui m'intéressait, qui était en fait le lien entre tout ce qui est autour de la quête de sens. C'est-à-dire qu'ils organisaient des stages, des séjours, des conférences, des événements dans un château en Bourgogne autour des questions de type qu'est-ce que l'engagement, comment trouver du sens dans sa vie, qu'est-ce que l'amour, etc. Donc ils invitaient aussi bien des personnalités du monde, par exemple de la psychologie, du développement personnel, des grandes personnalités spirituelles. Enfin, il y avait aussi bien Pierre Rabhi qu'un moine bouddhiste, que les gens de l'association Colibri. Enfin, tu vois, c'était vraiment très varié. Et donc, j'ai postulé, ils m'ont prise comme directrice et c'est pour ça qu'on est arrivé en Bresse, à côté du château. Donc, j'ai travaillé 4 ans en tant que directrice de cette association. Voilà. Et donc Human Tempo. Voilà, donc en fait, ces 4 années, j'ai appris énormément de choses autour de la quête de soi, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette aventure à la recherche de qui je suis, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on fait là? Et en même temps, tu vois, je sortais aussi d'un moment compliqué professionnellement avant et au sein de l'association, c'était pas toujours simple. C'est là aussi où j'ai découvert que, le monde de l'association, c'était pas fait pour moi. C'est en termes de gouvernance, pour moi, il y a trop de contraintes. Voilà, j'ai besoin aussi de plus être à la manette. J'ai commencé à me poser la question de peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour de ce sujet de l'épuisement au travail. Parce que c'est bien d'être passionné, ce qui était mon cas, mais comment ça se fait que je termine aussi fatiguée avec voilà comme tu dis, des roller coasters émotionnels et comment ça se fait qu'autant de gens en fait soient concernés, puisqu'on recevait beaucoup de gens qui venaient chercher des réponses au sein de l'asso suite à un burn-out. Donc voilà, du coup, en 2017, début 2017, j'ai arrêté l'aventure avec l'association. Je me suis posé plein de questions et en 2018, j'ai créé Human Tempo avec mon associée Virginie, avec cette idée de, voilà, on peut peut-être proposer en fait des solutions, enfin une solution pour les personnes qui sont touchées par des questions fondamentales et des moments compliqués dans leur vie. C'est des séminaires, enfin, vous avez plusieurs formules, hein, j'ai vu. C'est ça. Alors en fait, on appelle ça des césures. Donc le concept, c'est, on propose aux personnes de venir, en fait, de laisser toute leur vie habituelle, toute leur charge mentale de côté pendant quelques jours, 5 jours en l'occurrence, et de venir, prendre part à l'un de nos programmes qu'on appelle c'est vraiment des programmes transformateurs. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste que tu passes un bon moment à te reposer, c'est vraiment qu'il y a toute une méthode qui est mise en place pour générer en fait des prises de conscience, des déclics et l'envie de sortir de ta situation compliquée. Donc on va avoir plusieurs thématiques. La première qu'on a lancée, c'était, elle s'appelle Recharge. C'est vraiment pour les gens qui sont aux prises avec l'épuisement professionnel, soit pré-burnout, soit burnout. Ensuite, on a développé une autre thématique qui était plutôt préventive, donc 5 jours pour se ressourcer.
On a développé ensuite, parce qu'on a eu des demandes, tout ce qui est autour de la reconversion professionnelle, comment je passe à un nouveau chapitre de ma vie. Et on a aussi Boost qui est sur la remise en énergie, et le petit dernier, la petite dernière de cette année, qui est Believe, qui vise à t'aider à reconstruire ou à renforcer ta confiance en toi. Donc, on a une méthode, voilà, qui est en résidentiel. Ça, c'est un point super important. Et l'autre point super important, c'est que c'est ce qu'on appelle tête, cœur, corps. Tête, parce qu'on est un organisme de formation, donc on va vraiment déployer une approche en 5 grandes étapes en général, avec du contenu, des cahiers, des exercices, etc. Enfin, c'est une vraie formation hands-on, beaucoup d'interactivité, beaucoup de personnalisation. Corps, hein, parce que pour nous, tu peux pas lâcher les choses dans ta tête et avancer si ça se passe pas en parallèle dans ton corps. Donc, on va avoir du yoga, des marches, des massages, voilà, de la sophrologie, toutes sortes d'activités qui vont te permettre aussi de libérer les tensions dans ton corps, d'installer vraiment du ressourcement au niveau du ressenti, pour que tu sentes que c'est OK d'avancer et de lâcher. Et enfin, un cœur, donc c'est la partie émotionnelle, tout simplement parce que nos lieux sont des endroits où les émotions ont toute leur place. Donc, c'est un endroit où tu peux aller creuser, tu vois, quand tu viens vraiment la partie émotionnelle, en sachant que c'est sécure. C'est-à-dire que si vraiment il y a de la colère, de la tristesse, de la culpabilité qui remonte, nous, on sera là pour l'accompagner. Donc, autant libérer tout ça ici, le faire de manière structurée, accompagnée, et comme ça te permet de lâcher des bagages et de repartir chez toi avec quand même un certain apaisement à ce niveau-là. Alors, est-ce que il y a une partie sur le sommeil, par exemple? Ouais, alors le sommeil, c'est un gros sujet. On a effectivement pas mal de clés autour de comment aborder en fait la récupération de manière générale, pas que le sommeil, mais que le sommeil fait partie de cette récupération. Donc tu vois, typiquement, en fait, les gens nous disent oui, alors c'est un programme anti-burnout, mais je vois que ça commence tous les jours à 8 heures du matin. Je dis bah oui, parce qu'en fait, se reposer, enfin sortir du burnout, ça veut pas dire dormir 14 heures par jour en fait. Au début, oui, quand tu es épuisé, épuisé, que tu peux rien faire d'autre, mais c'est pas le moment de venir chez nous parce que c'est un peu trop tôt. Par contre, nous, on va t'aider à restructurer ta journée. Bien sûr, avoir des bonnes tranches de sommeil, donc on t'encourage à te coucher tôt. Mais à 8 heures, oui, il y a le cours de yoga et tu vas voir que ça va te ressourcer vachement plus qu'une grasse mat en fait. Même d'aller marcher, etc. Enfin, tu vois, c'est une manière de récupérer qui est vraiment structurée avec une méthode qui va te permettre que ce ressourcement, il soit pas tout positionné sur faut que je dorme. Tout ce qui est alimentation, est-ce que vous avez une partie là-dessus? Oui, alors là, pour le coup, je dirais que c'est aussi important, mais on n'a pas non plus mis au point des aliments, tu vois, des menus spéciaux récupération d'énergie. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose en fait des repas végétariens, ce qui met un peu l'organisme au repos. C'est moins fatigant pour l'organisme de digérer du végétal que de la viande. Et c'est aussi pour sortir un peu les gens de leur zone de confort. Voilà. Après, on a avant tout une approche qui est santé-plaisir. Alors bien sûr, c'est bio, local, le moins transformé possible parce que ça, c'est mes valeurs profondes. Hein, voilà. Et en même temps, on reste sur le plaisir, c'est-à-dire que tu as toujours un goûter, par exemple, parce que justement, les personnes qu'on reçoit, c'est hyper important que la notion de plaisir soit également présente. C'est-à-dire que nos séjours, ils sont absolument pas punitifs. Enfin, c'est-à-dire que tout doit être dans j'adore chaque moment de ma journée. Ouais, je savoure vraiment, Ouais, oui. exactement. Et c'est hyper important de reconnecter au niveau du cerveau tous les chemins neuronaux autour du plaisir, de j'ai le droit, je peux profiter sans culpabiliser, etc. Quel est le public des participants? Je sais pas, par exemple, l'âge, tu as eu de quel âge à quel âge? Bien sûr. Quel profil CSP, j'ai envie de dire, Ouais. enfin. Ouais. On a avant tout quand même des personnes, je dirais, on a la plus jeune avait 22 ans et la personne la plus âgée avait Quand 60. même, 22 ans, c'est quand même tôt pour avoir déjà un. Enfin, après, même, il n'y a pas d'âge évidemment, mais c'est déjà tôt. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est aussi, enfin, c'est d'autres profils, hein. C'est-à-dire que là, c'est une insertion très compliquée dans la vie pro, alors qu'il y avait eu des grosses projections, en fait. Donc voilà, quand tu fais le métier, normalement, qui est le métier de ton rêve, et que tu te fais harceler dans ce métier, ben, tu vois, ça crée un décalage énorme. Elle a tenu 2 ans et voilà, quoi. Bref, donc la plupart des gens qu'on accueille ont entre, je dirais, 35 et 55. Donc c'est des actifs. Alors il y a un profil vraiment, c'est que c'est des. Alors je dis souvent, en fait, nous, le profil des gens qu'on accueille, c'est que c'est des gens formidables. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont donné énormément.
Quand tu dis, donner énormément, c'est donner énormément à leur travail ou Ouais, donner énormément aux autres, en tout voilà, aux qui sont autres et qui généreux. se sont, C'est ça. Typiquement, c'est la personne qui fait voilà, qui fait passer les autres avant elle-même, qui va essayer d'être à la fois super pro, super, parent, super ami. S'il y a un dossier un peu galère à faire, bah, bien sûr qu'elle va se porter volontaire. S'il faut rester tard, ben OK et c'est des atouts, en fait, à la fois pour l'entreprise, et puis pour la société, pour leur famille, leurs amis. Enfin, c'est vraiment des gens chouettes et sauf qu'à un moment, ben, comme tout le monde, ils ont des limites. Parce qu'en général, c'est des gens aussi super costauds. Et s'ils sont arrivés jusqu'à l'épuisement, c'est bien parce qu'ils ont tenu, longtemps. Effectivement, ben, au bout d'un moment, comme tout le monde, ils touchent leurs limites et là, ça leur fait super bizarre parce qu'ils ont pas l'habitude. Vu que d'habitude, ils sont au contraire, ils tiennent le choc, ils encaissent, tu vois? Ils assument et donc c'est d'autant plus dur pour ces profils-là, voilà, de dire: «Ben, là, je ne peux plus». Je ne peux plus, m'engager professionnellement autant que j'ai pu le faire. Je ne peux plus parfois même, heu, aller au travail. Je peux plus être là pour, mes amis, ma famille. Donc ouais, c'est dur. En termes de CSP, ben, en fait, aujourd'hui, il y a une prise en charge d'une partie de nos séjours, donc ça permet d'ouvrir un peu plus. Mais c'est vrai que 80 des personnes qui viennent, financent le séjour de leur poche. On n'est pas hors de prix, hein, mais malgré tout, c'est un petit budget quand même. Effectivement, on a surtout, on va dire CSP, plus, mais on a un partenariat avec la MGEN dont on est très fiers. Donc on accueille aussi beaucoup de personnel de l'éducation nationale et là, il y a de tout. MGEN, c'est une mutuelle, Ouais, hein, c'est c'est ça? ça, c'est, la mutuelle de l'enseignement national. Donc on a beaucoup d'enseignants, instituteurs, institutrices, personnel, même, administratif, personnel de direction, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire, combien coûte à peu près, quel est le budget? Pour, les césures, de formation, si tu payes, de ta poche, c'est 1 490 €. Donc pour ça, c'est tout inclus bien sûr, logement, nourriture, tous les soins, toute la formation, le cahier et les 2 mois de suivi. D'accord. Ah, il y a un suivi après? Ouais. Super. Ouais, ouais, bah, en fait, ce qu'on vit, c'est vraiment assez en général assez puissant quand même. On peut pas laisser les gens retourner, comme ça en disant: «Bonne vie, bonne». On le lâche, dans la nature, C'est ouais. ça, donc on les suit pendant 2 mois en visio et par téléphone, selon les besoins. Il y a des gens, sont déjà très contents avec la césure et cherchent pas à participer plus au suivi et ils nous envoient un mail pour dire: «Merci, c'était chouette», voilà. Et puis d'autres qui au contraire, vont dire: «Ah ben, je suis rentré, j'ai eu plein de problèmes, donc est-ce qu'on peut, revoir tel point? Je suis pas sûre d'arriver à mettre en place», et cetera. Voilà. Donc ouais, 1 490. Si c'est pris en charge par la structure, par l'entreprise puisqu'on est organisme de formation, bah, c'est un peu plus, comme ça se fait traditionnellement. Et sinon, on a une césure, qui est celle qui est vraiment juste du simple ressourcement, qui est à 990 €, les 5 jours aussi. Voilà et pour ça, tu es en chambre individuelle dans un château. Ah ouais. Est-ce que, 5 jours, c'est pas trop court, justement? Alors ouais, en 5 jours, on prétend pas du tout, résoudre tous tes problèmes et te sortir complètement de l'épuisement. C'est impossible, on est d'accord. En fait, qu'est-ce qu'on va faire en 5 jours? C'est qu'on va générer le déclic. C'est-à-dire que là où on va dire tu étais en train de t'enfoncer, ce qu'on va faire, c'est ce mouvement de hop, de récupération, c'est-à-dire d'enclencher, la phase où tu passes, à nouveau tu reprends le contrôle en fait et tu vas pouvoir installer ta récupération de manière active. Donc tu passes de subir ce qui t'arrive à être acteur. Par exemple, hein, pour les gens qui viennent et qui sont, vraiment, en épuisement. Pareil pour les gens qui viennent pour la césure, changement de vie. C'est-à-dire que, souvent, bah, il y a énormément de choses qui se bousculent, ça part dans tous les sens, donc on prend les 5 jours, on pause, voilà, où est-ce que tu en es et cetera. On fait le tri, on regarde les priorités, on regarde aussi le timing et ça permet aux gens de repartir avec une feuille de route claire. Donc c'est vraiment ça qu'on fait et on précise bien à tout le monde que quand ils sortent de chez nous, ils sont pas du tout, sortis de l'épuisement, mais ils sont en phase de rémission, en quelque sorte. C'est hyper important qu'ils appliquent ce qui a été vu ensemble, qu'ils continuent à faire, à pratiquer ce qu'on a vu ensemble. Et si on fait 5 jours, c'est aussi parce qu'on veut être accessible au maximum de gens et il y a pas mal de structures, enfin, il y a quelques structures qui proposent plutôt des séjours de 3 semaines. Moi, en tout cas, quand j'étais moi-même en épuisement, j'aurais jamais pu partir 3 semaines avec mes enfants, ma famille. Voilà, il y a aussi ça, c'est pouvoir se libérer, si par exemple tu es en poste, faut déjà se libérer 5 jours, tu vois, être Ouais, libre. Tu une exactement. famille en plus, C'est ça. c'est pas évident, ouais, ouais. Est-ce que tu as une anecdote à partager, justement sur, je sais pas s'il y a des parcours un peu,
pas exceptionnelles, mais des choses qui se sont révélées ou des choses que tu voudrais partager? Oh, il y en a plein. Alors ce qui arrive régulièrement, c'est, des personnes qui disent: «Bah, voilà, j'arrive parce que je suis en épuisement, enfin, je suis en burn-out à cause de mon travail». OK, très bien, donc ben, forcément, on part un peu sur la piste travail et au bout de 48 heures, ben, on réalise que la personne enfin, le groupe entier réalise que la personne ne parle que de ses problèmes de couple, en fait et donc ça permet, à la personne de prendre conscience qu'en fait, oui, bien sûr, peut-être le travail, c'est pas optimal, mais quand même, le souci majeur, c'est le couple. Et ça, c'est vachement dur, en fait. Donc c'est bien qu'on soit là pour accompagner et c'est bien que ça sorte parce que ça évite à la personne de tu vois, genre, «Ah ben, tout le problème, c'est mon travail, donc je vais changer de job, ça ira mieux» et là, tu te dis: «Bah non, ça va pas mieux». Bah, pourquoi? Parce que c'était pas le vrai problème mais c'est beaucoup plus dur pour les gens d'admettre que, le couple est le problème, tu vois? Voilà, nous, on sert de révélateur aussi de ce genre de choses. Donc ça arrive régulièrement et quand ça arrive, je suis toujours particulièrement attentive parce que c'est assez dur à vivre. Voilà. Je cite, aussi, souvent, on a des personnes qui arrivent et qui sont dans le déni. Alors, bon, il y a un côté un peu, rigolo parce que, tu vois, ils arrivent à une césure, ben, anti-burn-out, prévention du burn-out et cetera en disant: «Non mais moi ça va très bien». OK, ben, tu es là donc on va faire quand même que tu passes une bonne semaine. Voilà, ça va, bon, je suis là parce que voilà mes proches, parce que ma femme, mon mari, mais bon ça va. OK. Alors là, pareil, on est hyper méfiant parce qu'il y a un moment, ça va lâcher, tu vois? Plus ou moins vite. Deuxième jour ou troisième Ça jour? dépend, ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, notamment, je me souviens d'une personne, premier jour, ça va super bien, très bien. Deuxième jour, oui, bon, j'ai un peu des douleurs là, mais enfin, franchement, qui n'en a pas, c'est OK. Troisième jour, oui, maintenant que tu poses la question, c'est vrai, je réalise que tous les matins, je vomis avant d'aller au travail, mais c'est pas très grave. Voilà, je sais que je vais vomir, donc bon, voilà, hein, le matin, je me lève, je me mets près des toilettes, je vomis, puis après, je fais ma journée. C'est pas ça le burn-out, hein. Donc et puis après, tu vois, petit à petit, en parlant avec le groupe, ben, les gens réalisent que, peut-être que c'est pas très normal de pleurer tous les jours ou, d'espérer avoir un accident pour ne plus aller au travail, tu vois? On a quand même il y a beaucoup de gens, hein, qui sont concernés par ce genre de pensée, que tu vas avoir tendance à refouler. Mais si tu t'autorises à les exprimer, à les verbaliser au sein d'un groupe, bienveillant et avec, des accompagnants, et ben, c'est là où tu prends la distance nécessaire pour te dire: «Attends, j'en suis à espérer me casser une jambe. Il y a peut-être un problème». Et du coup, il y a aussi cet esprit justement de pas de communauté, mais le groupe justement, la force du groupe, l'intelligence collective aussi qui fait que ça des liens qui se créent, j'imagine? Ouais, c'est super important. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on le met pas trop en avant sur notre site et avant. Parce que si tu veux, les gens, avant de venir, le groupe, c'est, le truc qui leur fait, un peu peur, voire qu'ils ont pas envie de vivre. Le jugement? La peur du jugement? Ouais, puis, bon, j'ai pas trop envie de parler de mes problèmes à des inconnus, tu vois? Donc j'ai beaucoup de questions en amont qui sont: «Oui, alors, est-ce que je suis obligée de manger tout le temps avec le groupe? Est-ce qu'il y a des moments où je pourrais être un peu tranquille?» Alors je leur dis: «Bah oui, bien sûr, enfin vous faites que ce que vous voulez», voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à la fin du séjour, les gens te disent: «Bon, alors la césure, c'était génial, machin. Ce que j'ai adoré, le top, bah, le groupe. Le groupe était incroyable. Quelle chance on a eu d'être avec eux, ils étaient super», voilà. Pour toutes les personnes, qui nous écoutent et qui ont peut-être déjà connu, voilà, une formation, assez puissante en groupe ou, même un stage de yoga ou même si vous vous souvenez de vos colonies de vacances et ben, en fait, dans un temps très court, tu peux vivre des choses, vraiment fortes, quand tu autorises, les barrières à tomber. Tu vois, on installe dès le début, hein, vraiment le côté, ben, voilà, on n'est pas là pour faire de la politesse les uns avec les autres. On a tous un objectif, on a tous envie d'avancer sur notre, situation. Donc on joue le jeu de, parler, vrai, quoi et vraiment toutes les conversations sont profondes, à impact et en fait les gens, c'est la une partie qui est hyper transformante. Faut tomber le masque, Ouais, c'est ça. En fait, pendant 5 jours, tu vas vivre au sein d'un collectif sans jugement, qui n'est là que, pour, que tout le monde aille mieux collectivement. Puisqu'on se connaît pas, tu vois, à la base. Donc il y a pas d'enjeu, et ça, c'est puissant, ouais. d'accord. Et donc tout se passe, dans ce château en Bourgogne, c'est ça? Vous avez plusieurs lieux? Ouais, aujourd'hui, on a 2 lieux parce qu'on anime 2 césures en parallèle. Effectivement, c'est 2 petits châteaux en Bourgogne qu'on loue, quelques mois, par an, selon leur disponibilité et on est en train, de faire de notre mieux pour acheter notre propre lieu. Voilà.
Waouh, super. Ouais. Ouais, ça sera Toujours en Bourgogne, j'imagine? oui, 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 alors, Toujours bah, dans le secteur, c'est ouais. ça. D'une part parce qu'on y réside et que, nos thérapeutes sont là-bas, donc on peut garantir aussi la qualité de ce qu'on fait. Et alors figure-toi que la Bourgogne, c'est hyper pratique au niveau emplacement. C'est entre Lyon et Paris. La gare la plus proche, c'est Mâcon TGV qui est à 30 minutes. Mâcon TGV, c'est 1h40 direct de Paris Gare de Lyon, et c'est moins d'1 heure de Lyon. Donc en fait et puis, bah, pour les Suisses, c'est pas loin non plus. Les Marseillais, ils peuvent aussi changer à Lyon. Enfin, franchement, c'est pratique. Voilà. Alors si on revient un peu sur Human Tempo, le côté un peu plus, mission, ambition, quelles sont-elles? Notre mission depuis le début, je pense, c'est vraiment permettre aux personnes de trouver du sens dans leur engagement professionnel. C'est-à-dire que moi, il y a rien qui me rend plus, triste, enfin qui me désole un peu, de voir des gens qui subissent leur vie pro. Alors, certains n'ont pas le choix, bien sûr, mais beaucoup de gens ont le choix et plus de gens qu'on ne pense ont le choix. Bah, voilà, de faire des changements, de peut-être oser sortir du cadre, d'avoir, peut-être une vie pro, qui soit, pas, uniforme, et donc voilà, enfin, en tout cas, j'encourage tout le monde à essayer de se poser ces questions-là qui sont parfois un peu douloureuses, hein. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Et nous, on est là pour, aider les gens à y répondre et en fait, les moments, qui sont complexes, comme les moments où tu es en épuisement, ou les moments où, voilà, tu es entre 2 jobs, tu sais que tu dois te reconvertir, mais tu sais pas comment, les crises de confiance en soi et cetera. En fait, c'est comme des fenêtres d'opportunité. Quand tout va bien, en surface, que je sais pas moi, ton boulot est relativement satisfaisant, que tu as pas de problème majeur et tout, ben, pourquoi se poser ces questions-là? Le coût est énorme, en fait, le coût avantage-bénéfice. Alors que quand ça va pas, beh, c'est le bon moment pour te les poser et peut-être que c'est un révélateur de se dire: «Mais en fait, ce burn-out, c'est presque un cadeau parce que, grâce à ça, j'ai pu faire des changements que je n'aurais pas fait autrement». Donc on est là pour ça, pour permettre aux gens de voilà, de vivre leur vie, à eux. Est-ce que la période covid, confinement et cetera, ça a été aussi, une période un peu charnière pour Human Tempo? Ça a été dur, hein, parce qu'on venait de se lancer, on a dû annuler toutes Ah nos bah oui. missions. Ouais. Donc franchement, ça a été une année, entre parenthèses. Nous, le distanciel, dans ce que je fais, franchement, j'en fais un petit peu, mais l'impact n'a rien à voir. Voilà. Voilà, de toute façon, tu peux pas enfin, nous, ce qui marche, c'est que les gens sont coincés dans nos maisons pendant 5 jours. Loin de leur, Ouais, quotidien et c'est ça. ouais. C'est-à-dire que tu peux te mentir à toi-même pendant une demi-journée, une journée, contourner les questions, essayer de voilà, de faire bonne figure pendant 5 jours, c'est impossible. Donc à un moment, tu vas rencontrer ta vérité. Et par contre, si c'est 1 heure par jour, même 1 heure par jour en distanciel, c'est trop facile de dire: «Non, mais ça va et puis, il y a quand même ça qui est pas trop mal et machin». Non, l'impact n'est pas du tout le même, non, non. Ouais, l'année 2020, pas top pour nous, mais en revanche, c'est vrai que beaucoup de gens se sont quand même posé des questions. Donc je dirais que, ouais, sur, même aujourd'hui, hein, en disant fin 2022, on avait encore des gens qui venaient en disant, «Je me rends compte que c'est pendant le covid que j'ai commencé à me dire que ça allait pas». Donc aujourd'hui, vous êtes combien? C'est peut-être pas des salariés, je sais c'est plutôt des prestataires, je sais pas Ouais, comment. alors, jusqu'à présent, on travaillait, donc on est 2 associés, on travaillait avec, des prestataires. Mais là, comme, en fait, la structure se stabilise un peu, enfin, on a un chiffre d'affaires qui avance, et puis on sait, qu'il y a, voilà, qu'on est engagé un peu plus avec les lieux qu'on loue. On est en train d'embaucher. Donc là, tu vois, d'ici la fin du mois, on aura recruté 2 personnes, donc on sera une équipe de 4 et on travaille également avec, je dirais 4 ou 5 prestataires, aussi bien, pour tout ce qui est, massage, soins, voilà et puis, coup de main, au niveau administratif. D'accord et toute la logistique, c'est le château qui le fournit ou vous avez aussi des prestataires? Alors ouais, en fait, le château nous loue, comme si c'était un gîte, si tu veux, donc les lits sont faits et le ménage est fait tous les week-ends. Et sinon, on s'occupe de, la cuisine, par exemple. Voilà, donc on a une cuisinière, et on achète, les voilà, les matières premières et elle compose les menus, sous notre supervision, bienveillante. D'accord. Alors quelles sont les prochaines ambitions justement de Human Tempo, les projets ou est-ce qu'il y a des choses sur 2023 là, qui se dessinent? Ouais.
Donc, écoute, voilà, ce projet d'acquisition de lieux pour nous, il est vraiment important et on espère que ça va se faire, rapidement. Ça reste perçu par les banques comme vraiment une structure innovante. Ils n'arrivent pas à nous mettre dans une case, donc, pour évaluer le risque, c'est compliqué pour eux. On touche le bout, je suis optimiste. Ensuite, on aimerait être partenaire de plus d'entreprises. Aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui commencent à dire: «Bon, bah, OK, on finance, Human Tempo», enfin une césure à un collaborateur qui en a vraiment besoin. Mais ça reste marginal. Si tu veux, les entreprises sont encore, pour beaucoup, hein, dans une logique qui consiste à dire, si, un tel, va de moins en moins bien et commence à, s'épuiser, c'est que, ben, voilà, son temps avec nous touche probablement à sa fin et donc on va plutôt l'encourager à, aller vers la sortie. Alors que et donc, ben, dans ce contexte-là, si tu veux, l'entreprise va dire: «Bah, l'arrêt maladie, c'est une bonne solution, quoi». La personne va partir en arrêt maladie, après on va négocier une rupture et puis voilà, ben, tant pis. Et c'est super dommage parce qu'en fait, déjà bon, éthiquement, pour moi, c'est discutable. Ensuite, ça veut dire que la personne va partir par la petite porte. C'est douloureux, tu sais, de partir sur un arrêt maladie, peut-être les derniers moments juste avant l'arrêt, tu étais, ben, voilà, tu avais des débordements émotionnels, tu étais un peu cynique, pas très cool, hyper stressé. C'est l'image que les gens retiendront de toi. Tu reviens, un peu, tu vois? Souvent, ils me disent: «Bah, je suis revenu à 18 heures, vite chercher mes affaires en espérant croiser personne». Enfin, c'est pas cool. Pas de pot de départ, bon et même pour l'employeur, tu perds un collaborateur qui potentiellement enfin, nous, les gens qu'on a, c'est vraiment des gens impliqués, quoi et ils détestent pas forcément leur job. Je dirais qu'il y a 50 des personnes qui sont tout à fait en mesure de reprendre leur job, à condition qu'on prépare, en fait. Enfin qu'on s'occupe de ce moment de voilà, de ce hiatus en fait et qu'on les aide à retrouver leur place et ils peuvent devenir tout aussi performants qu'avant, il y a juste aucun souci. Voilà, donc j'aimerais bien que les entreprises, cette année peut-être, que certaines entreprises acceptent de prendre le pari avec nous que, un collaborateur qui commence à s'épuiser, c'est un collaborateur sur lequel il faut investir parce qu'il est, potentiellement, formidable. Voilà. Plutôt que de parler tout de suite de sortie Ouais, ou de séparation, quoi. exactement. C'est dommage. Ouais, ouais, tout à fait. Yes. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Moi, je suis pas du genre à dire: «Non, je referai tout pareil» parce que évidemment que j'ai fait plein d'erreurs et sinon ça serait pas drôle. Donc oui, je ferais des choses différemment, mais je pense pas que ça aurait, bah, comment dire? La vie étant, beaucoup basée sur, une succession de hasards, c'est pas parce que, j'aurais évité telle erreur que j'en aurais pas du coup fait une autre, que j'ai pas faite là, tu vois? Donc oui, je pense que, bah, si pour donner quelques points clés, c'est hyper important de bien choisir son associé. Et je pense que, tu vois, pour ma première boîte, ben, on s'est aperçu au bout d'un moment qu'on n'avait pas la même vision, donc c'était un peu problématique. Donc là, pour Human Tempo, on essaye vraiment de prendre soin de notre relation d'associés, super important. Vous vous êtes rencontrés comment? Avec, Virginie, mon associée actuelle, en fait, on s'est rencontrés à un déjeuner interthérapeute, au moment où j'étais vraiment au début de Human Tempo. Le concept était pas du tout aussi abouti que ce que je t'ai expliqué, hein, mais je cherchais simplement des prestataires pour intervenir dans un séjour test. Parce que moi, je suis très mais ça depuis le début, je suis très dans tu sais ce qu'on dit aujourd'hui sur les startups, c'est-à-dire tu peux faire tous les business plans de la terre, ça vaut pas le fait d'essayer, de faire un prototype, de le lancer et au pire, il se plante. Et donc j'ai été très occupée à faire mon prototype, donc qu'on a réalisé début 2018, donc super tôt, tu vois? En mode, bah, allez, on fait un séjour, on voit est-ce que des gens viennent, combien ils sont prêts à payer, est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qui marche pas. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai lancé. Virginie est venue en tant que prestataire et puis, bah, de là, on a continué nos échanges et on a fini par s'associer. Voilà. D'accord, OK. Et Virginie, elle a un profil, enfin complémentaire au tien, j'imagine? Ouais, complémentaire, au sens où elle est, à la base, elle est ingénieure chimiste et elle s'est tournée très rapidement vers tout ce qui est, risques psychosociaux, prévention des risques et puis, qualité de vie au travail. Donc, quand je l'ai rencontrée, elle faisait des interventions au sein des entreprises, pour, les aider à améliorer la qualité de vie au travail et elle exerçait aussi en tant que sophrologue. Donc, voilà et du coup, elle a intégré, enfin, même mon début de vision lui a parlé et puis on a construit Human Tempo, ensemble, pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Alors Rachel, quels sont tes drivers? Qu'est-ce qui te fait, lever le matin, toi? Écoute, ça va paraître un peu pipeau, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est vraiment, être, utile aux autres.
au sens où pour moi, depuis le début, l'engagement, c'est super important. D'où, au début, voilà, une marque de vêtements bio-équitable parce que j'avais besoin que dans mon job, je me sente, utile. Alors à l'époque pour, le monde, pour la planète, pour, les personnes, entre guillemets, dans le besoin et cetera. Et puis aujourd'hui, vraiment pour nos participants qu'on accueille et en fait, tu sais, il y a des matins où comme tout le monde, je me lève, je me dis: «Oh, j'ai pas envie d'y aller. Je suis crevée, je veux rester chez moi». Et puis, je me mobilise, voilà, hein, comme nous tous, je pense, même dans des jobs de passion. Et alors, il se passe un truc à partir du moment où je pose un orteil dans le château. Et donc, il y a le groupe. Et là, pouf, toute ma fatigue s'en va. Et je suis à fond. Et je suis à fond pendant tout le temps où je suis avec eux. Il y a jamais de moment où je me dis: «Oh, qu'est-ce que je fais là? J'en ai marre, j'en peux plus». Par contre, dès que voilà, je refranchis la porte dans l'autre sens le soir et là, il y a la fatigue qui me retombe dessus. Je dis: «Ah, pourquoi je suis restée si tard? J'aurais dû partir plus tôt. J'étais pas obligée de rester pour le goûter. Pourquoi j'ai pris ce thé avec eux? J'aurais pu rentrer plus tôt, j'aurais pu me reposer». Mais sur le coup, quand je suis restée pour le goûter, j'ai juste adoré, en fait. Ouais, tu passais un super moment et Ouais, c'est ouais, ça. juste, tu étais connectée à ton why finalement, à ta mission. Voilà, c'est ça. Donc je le sens en termes d'énergie, tu vois? Ce qui est, piégeux parce que, du coup, je pense pas assez à me garder des moments pour moi. Est-ce que toi tu as eu un burn-out Ouais, ou ouais, ouais. tu as frôlé comme tu disais? J'ai traversé 2 épisodes de burn-out à la fin de ma première boîte. Donc, à l'époque, je t'aurais jamais dit ça. Je t'aurais dit: «Oui, c'était un peu dur, mais enfin, c'est normal». Après, si maintenant je reprends tous les symptômes, tu vois, que j'ai partagé là sur LinkedIn, par exemple, qu'est-ce qui me montre que je suis en burn-out? Je cochais presque tout. Donc, voilà, c'est un burn-out, hein, faut être clair. Mieux vaut dire les choses et puis pouvoir les adresser que se dire, «Non, non», faire l'autruche et puis du coup, reproduire. Et là, c'est ce qui s'est passé à la fin de mon engagement avec l'association en tant que directrice d'association. Donc, j'ai aussi connu un bon burn-out parce que voilà, je raconte pas tout, mais c'était quand même très compliqué. Et ce deuxième burn-out, ça m'a aussi mobilisée pour me dire bon, allez, stop. Maintenant, faut agir là-dessus. Là, c'est pas possible. Donc, agir pour moi, mais aussi agir pour les autres. Parce que quand tu commences à parler burn-out, il y a énormément de gens qui te disent mais tu sais, moi aussi. Super. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Human Tempo? Vous êtes sur, LinkedIn, est-ce que vous êtes sur Instagram? Ouais, alors on est sur, LinkedIn, Facebook et Instagram. Je pense que surtout sur LinkedIn, un petit peu sur Facebook et Instagram, j'apprivoise petit à petit, voilà, mais ouais, en tout cas sur Instagram, on fait, beaucoup de photos des césures, c'est plus notre actu du quotidien, on va dire. Aujourd'hui, on a fait un super atelier sophrologie, blablabla. Et sur LinkedIn, c'est plus la partie business forcément. Donc et puis je partage aussi des tips pour, voilà, le dernier que j'ai fait, le dernier post, c'était, «Suis-je en burn-out?» Faites le test, et voyez si en ce début d'année, vous êtes au bord de l'épuisement ou pas, quoi. Bon, c'est génial. Merci beaucoup Rachel pour ton partage et puis, à bientôt, j'espère. Ouais. Merci Simone. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.